de FM 98, de la bande FM et de FM Radio Anguin. Un au-delà du miroir avec Georges Colleuil, qu'on a déjà accueilli sur cette antenne il y a quelques années. Vous êtes connu pour vos ouvrages sur le tarot et sur la fonction thérapeutique des symboles. Vous signez votre premier roman qui s'appelle Le Parchemin Interdit aux éditions Trajectoire. Rappelez-nous un peu les livres que vous aviez faits. Il y a Tarot l'Enchanteur. Oui, le premier c'était Tarot l'Enchanteur, à la fin du XXe siècle. Et ensuite il y a eu le référentiel de naissance, la fonction thérapeutique des symboles. Le rêve. Le rêve clé de l'identité, voilà, le tarot de Marrakech aussi, voilà, une dizaine de livres. Alors Marrakech, on va le retrouver dans ce Parchemin Interdit, oui. C'est sûr et certain qu'on va le retrouver. Donc le Parchemin Interdit, c'est un roman, on peut le considérer comme initiatique. Oui, moi je dirais plutôt un roman d'apprentissage, comme on avait l'habitude de le faire au XIXe siècle, parce que l'initiation, c'est un petit peu, le chemin initiatique, c'est un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Donc oui, c'est le parcours d'un personnage qui, à la rencontre des expériences de sa vie, et surtout des rencontres exceptionnelles qui sont les siennes, arrive à découvrir un peu le sens de sa vie. Est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi un roman historique ? Ce n'est pas un roman vraiment strictement historique, même si j'ai essayé de faire le moins d'erreurs possible. Beaucoup de recherches historiques, mais je ne suis pas historien. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, j'ai quand même beaucoup bossé, 6 ans de travail sur ce livre, sur les moindres petits détails de la vie au XIIIe siècle, puisque le roman se déroule entre 1199 et 1254. Effectivement, je me suis vraiment posé la question à cette époque-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, comment on s'amuse, etc. Comment on accouche ? Comment on accouche, exactement. Avec des ventrières. Une ventrière, voilà, des nombrilières. Des nombrilières. Parlez-nous un peu de cet accouchement qui est dans le livre, ces ventrières et ces nombrilières. La ventrière, c'était un peu la sage-femme. Hein, c'était celle que l'on appelait pour cisailler un peu les ventres de ces dames au moment de la naissance. Ici, la ventrière du roman, c'est plutôt une sorcière du village d'à côté. Quant aux nombrilières, c'est un petit peu la même chose, mais disons, c'était les personnes qui étaient plus attachées à couper le cordon ombilical et à préparer la délivrance, un peu considérée comme la deuxième naissance. Et le placenta aussi. Et le placenta. Et donc il gardait ce cordon, il gardait une part du cordon. Ça nous rappelle un peu ce qui se passe aussi aujourd'hui, puisqu'il semblerait qu'il se passe des choses avec le placenta. Et donc déjà au Moyen-Âge, il gardait ce cordon. Oui, et puis c'est une tradition assez connue. Hein. En Amérique latine, on va enterrer le placenta d'un enfant qui vient au monde dans les fondations, les fondements d'une maison à construire, ou sous un arbre. Voilà, il y a une symbolique du placenta qui est assez forte hein, dans l'histoire de l'homme. Et d'ailleurs aujourd'hui même, dans la médecine homéopathique, on utilise le placenta comme support pour fabriquer certains remèdes par rapport à l'idée, qui est un petit peu le fil conducteur de cette idée qui est le thème de l'identité. Parce que le placenta, finalement, c'est par de soi. Je crois quand même qu'on fait des crèmes avec Ah oui, effectivement. Des crèmes. Donc un roman qui part du temps de Richard Cœur de Lion. On va dans le château de Puyvert avec Christian de Beaufort, Aliénor d'Aquitaine. On est près de Saint-Gilles. Ça parle beaucoup des gentils, des bons hommes et des bonnes femmes. Des bonnes femmes. Donc des cathares. Jamais le mot est mis dans le livre. Non. On ne le prononçait pas à l'époque. Hein. Ouais. Donc le mot cathare est arrivé après. Oui, un petit peu plus tard. C'était d'ailleurs, je crois que on les désignait comme tels, mais eux ne se désignaient pas ainsi. Hein. Cathare, ça vient du mot catharsis, hein, c'est la notion de purification, qu'on retrouve dans le prénom Catherine d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, eux ne se désignaient pas ainsi. Ah, donc Catherine vient aussi de Cathare. La pure. La pure, les gentils, les parfaits. Oui, les gentils n'étaient pas forcément gentils. Hein. Non, mais les parfaits. Parfaits, oui. Les parfaits. Donc Saint-Gilles, donc tout ce château de Puyvert. Il existe.
Bien sûr. Il est toujours en vie. C'est un des châteaux les mieux restaurés de la région. Hein. C'est un château magnifique. J'y suis allé vraiment pour m'inspirer. Et il se trouve effectivement dans l'Aude. Et il y avait autour de ce château un grand lac qui est nourri de légendes. Mais aujourd'hui, le lac n'existe plus puisque... Un barrage. Oui, puis il y a eu une sorte de petit tsunami qui a inondé d'ailleurs la ville de Mirepoix, qui était pas très loin. Il y a combien de temps? C'était au 14e, 13e. Ah oui, 14e. ça remonte. Oui, oui. Donc le lac a disparu. Le lac a disparu, il reste quelques petits points d'eau, hein, mais le grand lac tel qu'il existait à l'époque n'existe plus. Et Montségur, qu'est-ce qu'il reste de Montségur? Ah, il reste une belle bâtisse, hein, et puis une bonne marche pour atteindre le sommet. Vous l'avez faite? Non, je me fais la moitié. Je l'ai C'est fait la trop moitié. haut. Si, il faut quand même avoir de bonnes jambes. Hein. Combien de temps il faut mettre pour monter à Montségur? Oh là là, je sais plus, mais ça dépend d'où on part, mais 2 bonnes heures, hein. Ouais. Sans ascenseur. Saint-Gilles aussi, il s'est passé des choses à Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'était avant Aigues-Mortes. C'était vraiment le point d'embarquement pour les pays d'Afrique, notamment pour le Maroc, hein, puisque le Maroc est une des pistes essentielles de ce cheminement de personnages. C'est étrange parce que Saint-Gilles, c'est pas Gibraltar, on est quand même, Non. À côté des Saintes-Maries de la Mer, on est dans la Camargue, donc ça semble étrange qu'ils partaient de là. Oui, mais il ne reste plus rien aujourd'hui. Hein. De Saint-Gilles? Oui, mais à l'époque, c'était un des ports les plus importants d'Europe. Ouais. Puis après, il y a eu Aigues-Mortes. Donc, Aigues-Mortes a pris le relais. Donc, ce parchemin interdit, on va quand même un tout petit peu parler du livre. Il s'agit d'un enfant qui naît tatoué, c'est-à-dire Voilà. tout son corps est tatoué. Il arrive au monde avec le corps tatoué du cou jusqu'aux pieds. Et devant la stupéfaction, bien entendu, de sa famille, de ses oncles et des personnes qui l'entourent. Et petit à petit, il va se révéler que ces tatouages contiennent un secret et que la mission de cet enfant sera de décoder le sens de ces tatouages qui viennent d'origine mystérieuse et notamment le mystère de l'origine de ces tatouages est un des mystères de ce roman. Et c'est au fil de son aventure au Maroc, à Marrakech, en Provence, En Andalousie, à Paris où il va rencontrer Albert le Grand et Oui, saint quand Thomas même. d'Aquin, en Italie où il va rencontrer François d'Assise. Donc tout ça est historique. Enfin, historique, ces personnages existaient effectivement à l'époque de Jean d'Arc, qui lui est un personnage romanesque. Et donc dans ce cheminement, il va apprendre peu à peu à décoder le sens des tatouages qui sont sur son corps, qui changent au fur et à mesure de son initiation. Et là, effectivement, on se doute bien que ça a un rapport avec l'origine du tarot. Vous êtes très très féru en tarot. Passionné, oui. Passionné. On s'en doute sans s'en douter, parce qu'on s'en doute au fil du livre, mais pas tout au départ. Donc il y a des idéogrammes chinois qui sont sur l'enfant. Il y a vraiment tout un tas de choses sur le corps de l'enfant. Idéogramme chinois illisible, parce que très ancien chinois, ce qui fait que le chinois qui est dans l'équipe, la confrérie qui accompagne Jean d'Arc, mon personnage principal, est même lui incapable d'en déchiffrer le sens. Il a quand même déchiffré la langue d'où ça provenait. Oui, le vieux cerf. Le vieux cerf. Ce jeune garçon, Jean d'Arc, est un passionné d'écriture et d'enluminure. Vous dites que les enluminures, c'est fait pour mettre en lumière. Oui, enfin, c'est un petit peu lui l'idée qu'il se fait de l'enluminure qui vraiment à l'époque était très très importante dans les illustrations notamment des textes sacrés, la Bible. Et donc il se passionne pour l'enluminure, il apprend cet art, il apprend la peinture, il apprend la calligraphie, il découvre le pastel, c'est aussi une des origines du roman, se déroule dans la région de Toulouse. Et il a une passion
pour la couleur bleue. Or, la couleur bleue, à l'époque, elle n'a pas très bonne réputation. Pas de guède. Pas de guède, couleur du diable. Et pourquoi? Alors, c'est très étrange. On pense que les barbares, au IVe siècle, Ve siècle, qui ont envahi l'Italie notamment, et qui ont fait capituler Rome, se peignaient, enfin se mettaient de la couleur bleue, une sorte de bleu qui venait de la boue, une boue bleue en quelque sorte, qui effrayait bien évidemment leurs ennemis. Mais maintenant, bon, où est la cause, où est l'effet? Est-ce que c'est parce que le bleu faisait peur que ces barbares faisaient peur, ou c'est parce que ces barbares se mettaient en bleu que la couleur bleue est devenue une couleur effrayante? On ne sait pas. Ce qui est très amusant, c'est qu'aujourd'hui, la couleur bleue est une des couleurs, certainement la couleur la préférée statistiquement de tout le monde. Quand vous posez la question, que vous faites des études de statistiques sur les couleurs préférées, c'est le bleu qui ressort en priorité, ce qui n'était pas le cas dans le bas Moyen-Âge. Au contraire, c'était la couleur la plus détestée. Il y a eu à un moment donné une bascule. Je ne saurais pas vous dire exactement à quelle époque, mais peut-être au 9e ou 10e siècle. Mais au 11e siècle, il y avait encore ces vieux relents de superstition de la couleur bleue. Et Jandal, lui, se passionne pour cette couleur. Il découvre la pastel, donc avec la pastel qui a été aussi une cause de tout l'enrichissement de la région du comté de Provence, du comté de Toulouse en tout cas. Et voilà, donc c'est à partir de là qu'il va construire lui-même une œuvre picturale. Partout où il va, il dessine, il peint, il essaye de repeindre ses propres tatouages, en faisant des acrobaties incroyables pour voir les tatouages qu'il a dans le dos, parce qu'il ne les connaît pas, il faut qu'on les lui décrive. Il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de miroir, ou alors, oui, il y a des systèmes avec, je ne sais plus, de l'étain, je crois, qui permettaient d'avoir un peu une idée, quelque chose qui ressemblait à un miroir, mais pas suffisamment net. Donc là aussi c'est amusant, parce que tout le roman tourne autour du regard que les autres portent sur lui, parce que nous sommes comme ça aujourd'hui, pour avoir des informations sur nous-mêmes, nous avons aussi besoin que les autres nous fassent miroir. Mais en même temps, et c'est un petit peu ce qui m'a animé essentiellement comme thématique, dès le départ, on sait très bien qu'un enfant qui vient au monde avec des tatouages sur tout le corps ne peut que attirer la convoitise des empailleurs, oui, ou la haine des inquisiteurs. Donc, pendant toute sa vie, Jandal n'a qu'une idée, qu'une peur, c'est d'être vu. D'être vu nu, parce qu'il n'en a pas sur les mains. D'être vu nu. Il n'en a pas sur le visage. Voilà. Cette histoire du regard porté, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Voir et être vu. D'ailleurs, un de ses oncles va lui dire à un moment donné cette phrase très énigmatique qui reprend un rêve que Jandal a eu à un moment donné, c'est-à-dire « montre-toi et ne te montre pas ». Et Jandal va prendre beaucoup de temps avant de comprendre que le montre-toi, c'est montre ce que tu portes au fond de ton cœur, par ton art, ton expression, et ne te montre pas ta peau, parce que celui qui t'a vu nu, il te tue ou tu le tues. Enfin, tu le tues ou il te tue. Et donc, là, à ce moment-là, bien entendu, c'est une course effrénée pour la survie. Donc, c'est un roman d'aventure aussi. Un roman d'aventure, un roman d'amour. On va revenir sur ce bleu. À un moment, Jandal finit par découvrir un peu comment le bleu se fait. C'est-à-dire, oui, c'est le jaune. Au départ, c'est le jaune. C'est très, très amusant parce que c'est en faisant pipi sur des petites fleurs jaunes-vertes qu'il va à un moment donné se décomposer un peu la matière. Devenir bleu. Oui, tout l'endroit où il va habituellement faire pipi, à certains endroits, au château de Puyvert, derrière un rocher particulier, eh bien, il s'aperçoit que cette petite fleur jaune devient verte. Et effectivement, c'est l'origine du pastel, et on sait aujourd'hui qu'on utilise l'ammoniac, donc dérivé de l'urine, pour conserver, garder, réaliser cette alchimie de la couleur qui est si belle, en fait, comme ce pastel bleu si renommé dans la région de Toulouse. Alors, en ce qui concerne les couleurs, donc le rouge, enfin les couleurs rouges étaient réservées aux cardinaux et aux gens d'église, je crois, qu'on n'avait pas le droit d'en mettre. Et le bleu, je vois pas pourquoi il y avait cette haine du bleu, puisque s'il y a quand même l'histoire.
cette Peur peur. du bleu, Il y ouais. a quand même l'histoire du sang bleu. Oui, mais ça, je pense que ça viendra plus tard. Ça vient plus tard. Ça vient plus tard avec, je pense, dans l'iconographie, le moment où on commence à représenter la Vierge en bleu, par exemple. C'est un moment marqué dans l'histoire de la chrétienté. Mais il a fallu du temps avant que ce bleu s'impose comme une couleur céleste. Parce que les gens ne le voyaient pas, le bleu. Hein. C'est assez intéressant. Là, c'est une question plus de linguistique. C'est-à-dire, on n'avait pas le mot parce qu'on n'avait pas la perception. On n'avait pas la perception parce qu'on n'avait pas le mot. On a le ciel quand même. Le ciel n'est pas bleu. Ah si, là, ces derniers temps, il était très bleu. À l'époque du XIIIe siècle. Bon, aujourd'hui, il n'est pas bleu avec la pollution. Il est pas Non, bleu. mais là, ces derniers temps, il était magnifique, le ciel. Bon, le La ciel est- mer, il y a quand même pas mal de choses bleues. Le ciel est rose, le ciel est gris. Le ciel est bleu qu'à part. Enfin, en tout cas, il ne le voyait pas bleu. C'était quelque chose qui était inimaginable. Comme pour un breton, par exemple, vous savez que dans la langue bretonne, vous avez un mot identique pour dire gris et vert. La représentation culturelle de la pêche, de la mer. Chez les Grecs, c'est pareil, avec le mot glaukos en grec, qui signifie une couleur qui est entre le bleu, le gris et le vert, une couleur à part que nous, on ne perçoit pas. Nous, on va faire bleu, gris ou vert. Mais pour un grec ou pour un breton, La cacadois. oui, mais alors c'est pas une couleur, c'est plutôt un Ouais, qualificatif. Il n'a pas, d'ailleurs, Cacadois n'a pas une très bonne renommée. Hein. Non, mais le bleu, si on regarde dans cette pièce par exemple, on a très peu de bleu, à part le bleu de temps en temps sur les écrans de télévision. On peut regarder autour de nous, il y a très peu de bleu. Il n'y a pas de bleu dans la nourriture, sauf dans la spiruline. Sauf dans certains cocktails. Oui, bah oui, le curaçao, à part le curaçao, la spiruline et puis quoi encore, on mange pas de bleu. Hein. Ou alors si jamais on avait quelque chose de bleu à manger, automatiquement on mettrait d'affreux colorants. Oui, c'est vrai que ça ne nous donne pas envie de manger. Mm. Alors, pas de gued. Gued, ça veut dire quoi? Red, ça veut dire bleu. Ça, C'était le mot bleu. pour désigner ce que nous on appellerait aujourd'hui bleu-gris, quoi. Hein, c'est un mot qu'on n'a plus dans la langue française. Vous avez une très belle définition. Il souffre donc, ce fameux Manjadi. Ouais. Donc depuis sa naissance, il n'entend de nous que des interdits, ce fameux Manjani, qui est né tout tatoué. Il a si peu l'occasion de s'illuminer de la joie des autres enfants. Il souffre d'acédia. Certains considèrent sa mélancolie comme une possession démoniaque. L'acédia, c'est le terme ancien pour Dépression, mélancolie. Mhm. Mais c'est un mot qu'on n'utilise plus du Non, tout, ça. non. Où est-ce que vous êtes allé chercher tous ces mots-là? Oula mon Dieu, 6 ans de recherche. Hein, donc je me suis beaucoup appuyé sur un certain nombre d'historiens, sur voilà, des grands spécialistes de la question, au niveau des couleurs aussi pastoraux, hein, qui apportent grand connaisseur de la symbolique des couleurs. Et puis Verdon aussi, qui est un historien qui a beaucoup travaillé, je crois que c'est Joël d'ailleurs, il me semble, qui a beaucoup travaillé sur la vie au Moyen-Âge. Enfin voilà, beaucoup de recherches, Le Goff, enfin tous les historiens qui se sont intéressés à cette période. Bon, maintenant, moi je ne suis pas historien, donc je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Vous avez ici lu ou là. leurs livres, et dans ces livres-là, il y a tous ces termes. Oui, cette documentation. Il y a un dictionnaire des mots du Moyen-Âge. Il y en a. Il y en a un, Oui, il y en a. Étonnant cette langue qui bouge. Vous avez une très belle définition de l'amour. Vous dites Odette, c'est une femme qui est dans le livre. Odette est une femme qui est servante dans le château de Puyvert, mais on apprend peu à peu que c'est une initiée et qu'elle a des connaissances beaucoup plus surprenantes qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors elle lui répond, les hommes te diront qu'il y a plusieurs façons d'aimer, petite graine de bonheur, mais ta vie te montrera qu'il n'y en a qu'une. Lorsque les yeux de celle que tu regardes te pénètrent comme une eau qui remplirait un vase, le véritable amour, c'est la sainte alliance des regards. Lorsque les yeux de celle que tu regardes te pénètrent comme une eau qui remplirait un vase. C'est une belle définition de l'amour. Oui, c'est peut-être ma conception aussi. Hein. Et c'est vrai que toute l'histoire de Manjadi tourne autour d'une histoire de regard. Et d'amour. Et d'amour.
et d'amour, avec aussi pas mal d'érotisme, de sensualité, puisque cette peau interdite, il va falloir la toucher, il va falloir la montrer, il va falloir se la réapproprier par le regard d'amour, celui de Blanche, bien sûr, puis celui de Leïla, qui seront les deux personnages féminins principaux qu'il rencontrera dans son initiation. Blanche, c'est le jour et Leïla, c'est la nuit. Exactement. Belle symbolique. Vous avez très bien perçu. Lorsqu'il revient à Paris et qu'il tombe justement sur des feux où on brûle un tas de livres, c'était quoi comme livre? C'était des livres interdits? Le Talmud. Enfin là, dans le récit, il s'agit effectivement du Talmud. C'est un événement d'ailleurs historique. À la date à laquelle il arrive à Paris, précisément, il y a eu des autodafés de livres hébraïques, de livres juifs. Parler du Mejnoun. Mejnoun. Qu'est-ce que c'est que ce Mejnoun? Alors le Mejnoun, c'est un personnage qui appartient à la mythologie arabe. Grammaticalement, c'est une sorte de participe passé des djinns, vous voyez. C'est-à-dire, c'est celui qui a été un peu touché par les djinns. Et ce Mejnoun, il est considéré par beaucoup comme une sorte de fou, de personnage un peu maléfique, parce que un peu fissuré de la tête aux pieds. Mais en même temps, on n'est pas dupe que derrière cette folie apparente se cache une très très grande sagesse. Et donc ce Mejnoun est à la fois un personnage expression d'une ambivalence entre folie et sagesse, un peu comme le mat du tarot de Marseille. Et donc ce Mejnoun sera dans le tarot de Marrakech, donc, qui est un peu nourri de la même inspiration que le parchemin interdit, le personnage qui évoque la carte du mat. Alors, vous dites qu'il est... Oui, le Medjoum est un ange ou un génie qui vit au-delà de toutes les frontières de l'univers. Le monde entier lui appartient. Le temps et l'espace ne constituent aucune limite pour lui. Il vient du fond des âges et traverse les océans et les montagnes. Il étonne, il provoque, il perturbe, mais rien de mauvais n'émane de lui. Les médecins de ce temps-là s'appelaient les Myres. Oui, on les appelait ainsi. À quel moment on les a appelés médecins? Vous avez une idée? Non, là, je ne saurais pas vous dire comme ça. Non. Médicus, on employait Médicus aussi. Mais... Alors, il y a une très belle phrase sur la méditation aussi, que je me permets de lire avant la pause musicale. Reste présent à toi-même, à chaque instant. Tu pourras utiliser cette parole lorsque tu en auras besoin. Elle te donnera beaucoup de pouvoir. N'essaie pas de chasser les pensées hostiles qui t'envahissent. Accepte-les et elles glisseront comme du duvet. Elles se consumeront lentement sans que tu ne t'en rendes compte. À la fin de chaque méditation, n'oublie pas de t'allonger et de te reposer la moitié du temps que tu as médité. Ce moment de repos est aussi important que la méditation elle-même. Toutes les cendres accumulées alors que tu méditais se disperseront ainsi dans l'univers. Toutes les cendres accumulées alors que tu méditais se disperseront ainsi dans l'univers. C'est ça, c'est cette phrase-là que j'ai retenue. Oui, vous avez aimé cette phrase. On médite pour accumuler des cendres. Oui, et puis pour les dissoudre. C'est-à-dire, on ne les refuse pas. Les cendres, c'est ce qui se consume aussi. Non oui, c'est-à-dire l'idée de la cendre, c'est les scories. C'est-à-dire, la méditation n'est pas un produit magique contre les pensées négatives. Et je pense la méditation ne propose pas de fuir les pensées négatives. On dit que la méditation est un espace où on arrête de penser. Non, on n'arrête pas de penser, on ne peut pas arrêter de penser. On peut toujours penser qu'on arrête de penser, mais c'est un piège du mental. Non, pense, la pensée arrive, les pensées négatives, on ne les chasse pas, on les laisse nous pénétrer, elles nous diffusent, elles brûlent, elles se dissolvent et elles disparaissent dans l'univers, si on veut bien accepter de les laisser passer. Et c'est un bon moyen de régénérer aussi notre corps et notre esprit. Georges Colol, la deuxième partie de cette émission, c'est Au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM. Nous sommes toujours autour de votre livre Le Parchemin interdit, qui est un roman qui se passe au XIIe siècle, XIIIe. XIIIe, oui. Première moitié du XIIIe siècle. Il y a un très joli géant dans votre livre qui s'appelle Goliath et qui fait partie d'un groupe qui s'appelle les Goliards. Ils ont existé, ceux-là? Oui, les Goliards. Allez, parlez-nous un peu des Goliards. Les Goliards,
ce sont des personnages rebelles, hein, rebelles à toute tentative d'enfermement de la liberté, toute tentative d'enfermement des gens dans des carcans. Ça a toujours existé, hein, toutes les époques ont connu leurs rebelles, et là c'était ces Goliards, ils provoquaient en permanence. C'est des étudiants. Des étudiants en médecine pour la plupart, mais voyageaient, donc c'était aussi des voyageurs. Ils provoquaient beaucoup l'Église. Un de leurs grands plaisirs, c'était bien entendu de manger de la viande pendant carême, ou de traîner des harengs au bout de leurs ficelles, comme on traînerait des petits chiens, et d'aller jouer aux cartes sur les autels des églises. Ils se faisaient bien évidemment chasser. C'était aussi pour eux l'occasion de montrer une forme de liberté complètement d'avant-garde à l'époque. C'était impensable, hein, pour cette période de l'histoire. Alors ce fameux géant Goliath, il a un petit chien qui le suit partout. Moi j'ai vu l'image d'Obélix avec ce petit chien qui le suivait partout. Moi je n'ai pas pensé à Obélisque en écrivant, j'ai pensé au mat du tarot de Marseille, qui est partout où il va, suivi d'un petit chien. Oui, mais c'est un chien qui lui mord les fesses quand même. Et puis je l'ai pas vraiment géant, le mat. Il est géant, moi je le trouve très maigre. Ouais, mais dans les premiers tarots, on voit, il dépasse tous les autres personnages. Ah bon? Oui, il est lié aussi à Gargantua. Hein, Rabelais a écrit aussi un petit peu sur des personnages qui n'ont pas... Les ogres. Oui, les ogres. Et donc des personnages qui ne sont pas sans nous rappeler les figures allégoriques du tarot. Donc c'est une figure du tarot. Vous parlez de la taverne du Tire-Bouchon dont le poète Abelard est le maître. Il y a une citation à la page 81 assez amusante. L'auberge du Tire-Boudin, c'est pas le Tire-Bouchon, c'est le Tire-Boudin. Elle existe, elle a existé. Elle a existé, oui, j'ai trouvé ce terme dans mes recherches. Et vous les cailles, les chresses et tireuses de vinaigre, ne soyez pas timides, venez nous vider le boudin. Je pense que tout le monde comprendra. Oui, il n'est pas nécessaire à cet égard de faire un dessin. D'accord. À la cathédrale de Saint-Étienne, vous dites que c'était le premier nom de Notre-Dame de Paris. Oui. C'était l'église Saint-Étienne, hein, qui a ensuite a été démolie, non ? A été démolie, on a gardé un certain fondement et ça a débouché sur Notre-Dame de Paris. Un petit peu plus tard. Enfin, déjà à l'époque, on le construisait, mais par tradition, on continue à l'appeler encore l'église Saint-Étienne parce que c'était l'endroit où il y avait l'église Saint-Étienne. D'accord. Alors, vous dites aussi que Paris a été créé par des survivants de Troie après que la cité fut détruite par les Grecs. Dans une émission précédente, on se demandait si Paris, c'était pas la ville d'Isis, par Isis. Et vous pensez que Paris viendrait de Troie ? Il y a plusieurs légendes. Alors, ce sont des légendes, hein, bien sûr. Hein. Alors, bien sûr, il y a Paris par Isis, la barque d'Isis, hein, qui est une des origines linguistiques légendaires, hein, de la ville de Paris. D'autres ont pensé effectivement à Paris, hein, celui qui avait à choisir entre les trois plus belles beautés du monde, hein, qui a été à l'origine de la guerre de Troie. Mais bon, ça c'est pas un point de vue personnel, c'est le point de vue d'un des personnages qui a une vision très mythologique des choses. Et voilà, ce qui surprend toujours Jean Dalle quand il entend raconter ces explications, ça l'émerveille, ça le surprend, et ça fait partie aussi de son apprentissage. Survivant de la guerre de Troie, c'est pas à côté, Troie, on l'a retrouvé, la ville de Troie. Oui, on pense l'avoir retrouvé. Mais c'était vraiment pas à côté de chez nous. Non, vous savez, le monde est petit, mais l'homme est grand, et il y a eu des voyages qu'on n'imagine pas aujourd'hui, hein, des traversées qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, vous voyez, le personnage de Jean Dalle va à Assise à pied et à cheval, à partir de Paris. Hein. Il y a tous les chemins de Compostelle où les gens voilà. vont à pied. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement codifié, tellement formaté par nos moyens de locomotion modernes qu'on a du mal à imaginer à quel point les voyages à l'époque étaient bien,
bien plus audacieux et exceptionnel, extraordinaire qu'aujourd'hui. Hein. L'épaule des femmes secrètes marquée d'une fleur de lys. Oui, C'était vrai cette histoire. oui, oui, oui. C'était le symbole de la prostitution. Hein. Fleur de lys sur l'épaule des prostituées. Et c'était un tatouage, mais Mm. qui leur mettait ça? Je pense que c'était la police. C'était la police ou Oui. les seigneurs? Ah bah c'était... C'était la police qui oui, les référençait comme ça. oui, la police sous le gouvernement des seigneurs. Ouais. Oui, parce que la prostituée n'appartenait pas à la police, puisqu'on le voit, Blanche, Non. finalement, quand il la retrouve, elle est prostituée, donc elle appartient à quelqu'un, elle appartient à un noble d'ailleurs. Mhm. Oui, en l'occurrence, elle appartient à un noble, au prince de Champfleury, qui a existé aussi, mais dont on ne raconte pas l'histoire. Mais oui, c'est très étrange cette histoire de la fleur de lys, mais C'est quand même la royauté, non? voilà, c'est toujours l'ambivalence. Finalement, l'ambivalence est un des caractères de ce qui est sacré, quelque chose qui peut avoir un sens très vil et en même temps très noble, comme celui de la royauté, dans l'esprit des gens de l'époque. Le paradoxe était une porte ouverte vers le sacré. Ce mot de femme secrète, ça semble un peu étrange, parce que maintenant les prostituées, on ne les considère pas comme des femmes secrètes. On penserait plutôt qu'elles sont assez extravagantes. Et que... Des femmes qui ont un secret. C'est étonnant. Oh, il y avait plusieurs terminaisons. On les appelait les fillettes aussi. On les appelait autour de la Sorbonne, on les appelait les étudiantes. Ah bon? Oui. Parce qu'il n'y avait pas de femmes étudiantes à l'époque. Non. Oui, Voilà. c'est pour ça. Non, les femmes étudiantes, les femmes qui voulaient suivre des études devaient se déguiser en homme. Toute une époque. Est-ce que vous pourriez nous lire la chanson de Bernard de Ventadour qu'il avait apprise à Puyvert? Elle est là. Je n'ai plus aucun pouvoir sur moi, et ne fut plus à moi depuis l'heure où elle me laissa regarder dans ses yeux, en un miroir qui tant me plaît. Miroir depuis que je me suis miré en toi, mes soupirs profonds me tuent, et je me suis perdu, comme se perdit le beau Narcisse en la fontaine. Donc c'était toute cette époque Les troubadours. des troubadours et de l'amour courtois. Mhm. Ça s'est arrêté quand, ça? Avec Avec la Renaissance du chevalier. Hein. Vous savez que le chevalier avait deux femmes, il avait son épouse, bien entendu, qui lui donnait des enfants. Et sa dame. Et sa dame qui inspirait son âme. Les Jungiens disent que en fait, cette dame, c'est l'anima. C'est la dimension féminine de l'homme qui le pousse à la quête. mais qui était quand même bien physique. Oui, il y a des représentations. Il y a des représentations de cet anima à travers certaines femmes qui ont pu être des égéries, des muses. Hein. Mais c'est plutôt, je pense, une rêverie romanesque. Et un concept psychanalytique, peut-être. Vous parlez du losange. Le losange, c'est lorsque les anges s'emparent du carré, vous mettez des petits points et vous dites qu'à ce moment-là, dans le roman, il n'a pas eu la suite. Vous pouvez nous donner la suite? Ouais, je crois que c'est à chaque lecteur Le losange, de s'imaginer la suite. lorsque les anges s'emparent du carré. Vous voyez un carré c'est carré. Ouais. Ah, Et donc il le triture un peu pour qu'il devienne un losange. Oui, posé sur la pointe. Oui, mais sur la pointe, c'est pas vraiment un losange, si. Oui, enfin, un carré, il est vraiment posé sur la base. Un carré, c'est carré. Un losange, c'est un peu carré aussi, mais Un peu moins. il y a les anges. Il y a les anges. Bon, on a la réponse. Sur les superstitions, l'intérêt, ne jamais dire le mot, car ça fait venir la chose, prétendait Artus. Que nenni, dire le mot, c'est éloigner la chose, répondait Gaosong. C'est-à-dire que quand on a peur de quelque chose, le nommer ou ne pas le nommer, est-ce que ça change quelque chose? Alors là, c'est le débat entre les deux personnages qui pensent le contraire. Pour le premier, il vaut mieux pas dire le mot, parce que dire le mot, c'est faire venir la chose. Tandis que le second, non, au contraire, dire le mot, c'est exorciser la chose. Hein. Et bon, c'est le débat. Donc, je n'ai pas tranché dans le débat, chaque lecteur tranchera. Mais il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup qui dit « le mot chien n'a jamais mordu personne ». Donc c'est un petit peu cette idée aussi. Alors, les mots pour exorciser le mal, donc dire, exprimer les choses. Ou alors la superstition de ne pas dire le mot, voilà, parce que
C'est comme le mot, voilà, on dit une longue maladie cruelle, on ne dit pas le mot, hein, ou alors il est parti de l'autre côté, on ne dit pas le mot. Parfois, dire le mot, c'est au contraire exorciser le mal et la souffrance. C'est là où j'ajoute, le mot chien n'a jamais mordu personne. C'est pas le mot chien qui est mort, c'est l'animal qui est mort. Dernière partie de cet Au-delà du miroir avec Georges Colloll, Le parchemin interdit, qui est un roman publié aux éditions Trajectoire. Georges Colloll a déjà publié beaucoup de choses sur les rêves et sur le tarot. Quand un enfant s'apprête à venir au monde, les lettres sortent de leur cachette et attendent bien sagement d'être choisies par Dieu pour tisser le nom que portera cet enfant. C'est une phrase de votre livre, en fin de livre. Oui, c'est vers la fin du livre. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est juste un petit peu la chute du livre. Hein. J'aime beaucoup la symbolique des lettres. Je trouve que les lettres tissent une sorte de cocon de soi autour d'un être. On peut même dire soi, SOI, si on voulait jouer un petit peu sur les mots. Si on remplace le mot lettre ici par le mot atome, eh bien, on retrouvera la pensée épicurienne qu'au moment de la mort, eh bien, les atomes se décomposent et puis vont se recomposer ailleurs pour créer un autre être. Je reprends cette idée, hein, qui est la pensée atomiste d'Épicure du IVe siècle, à peu près avant Jésus-Christ, hein, qui est aujourd'hui la pensée atomique, de la manière de comprendre la structure de l'atome. En remplaçant le mot atome par le mot lettre, eh bien, les lettres qui forment mon nom, qui constituent, voilà, les différentes syllabes de mon nom, eh bien, lorsque je meurs, ces lettres se dissolvent dans l'univers et vont se recomposer pour former un autre nom qui accueillera dans son cocon l'incarnation d'un être nouveau. D'où alors, dans le livre, il y a des petits clins d'œil tout le long de l'ouvrage sur la notion d'anagramme, justement. Georges Colloll, comment vous expliquez... vous avez déjà tapé votre nom sur un moteur de recherche? Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup des Georges Colloll? Il y en a qu'un. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher quelqu'un, par exemple, sur Facebook, et de vous rendre compte qu'il y en a 50 ou 60 qui portent le même nom? Oui. Oui, bien sûr, oui. Il y a plus de Paul Martin que d'Archibald. Donc ça viendrait d'où, ce nom répétitif? Est-ce que Dieu aurait des pertes de mémoire? Alors, écoutez, ou aurait des manques d'imagination? Je vous répondrai ce que Niels Bohr répondait à Einstein. Laissez Dieu faire comme il a envie de faire. D'accord. Alors, quelles sont les lames? Pourquoi on appelle ça une lame dans le tarot? Parce que ça coupe, ça tranche, ou alors peut-être ça renvoie à l'âme. Ah, c'est joli ça. Donc là, on a vu dans notre conversation qu'il y a Goliath que vous mettez un peu sous l'apparence du mât. Oui, enfin, en tout cas, c'est une inspiration. Hein, c'est-à-dire, le mat m'inspire le personnage de Goliath. Mais le personnage de Goliath m'a été aussi inspiré par Gargantua, il m'a aussi été inspiré par d'autres figures de forces rebelles dans l'histoire de la pensée. À la fin du livre, vous parlez de la naissance du tarot. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment le tarot est arrivé à nous? Vous savez, l'origine du tarot, c'est très mystérieux. Hein. On a pas mal de thèses. Moi, mon idée, mais c'est une idée très personnelle, c'est que le tarot existe en termes de jeu de cartes depuis le XIVe siècle. On n'en a pas avant. Mais selon la manière dont je ressens les choses, hein, puisque je travaille le tarot depuis plus de 30 ans, donc commence un petit peu à dialoguer avec lui, eh bien, en fait, pour moi, le tarot, c'est pas un jeu de cartes, c'est un ensemble de symboles qui constituent une unité, hein, qui représenterait peut-être ce que le mot oriental Tao exprime, c'est-à-dire plutôt une voie, plutôt un chemin. Et que ces symboles, ces dessins, ces illustrations ont été, au XIVe siècle, imprimés dans des jeux de cartes, peut-être pour en conserver la trace, mais ils existaient en deçà
de ces jeux de cartes. Donc pour moi, le tarot n'est pas un jeu de cartes. Le jeu de cartes a réintégré le tarot. Les cartes ont réintégré le tarot pour en faire un jeu plus ou moins profane au départ. Les symboles en question, on les retrouve dans beaucoup d'endroits, sur des fresques, notamment dans la civilisation crétoise. On les retrouve En Égypte. En Égypte, non. On ne trouve pratiquement pas de traces de tarot en Égypte. Il n'y a aucune origine égyptienne au tarot, ça c'est un mythe. Mais par contre, peut-être sur les parois des rupestres, de la grotte Chauvet, etc., où effectivement il y a là une sorte de représentation graphique, picturale, imagée, de symboles sacrés participant d'une évolution des personnes. C'était la télé de l'époque, pour en tout cas la manière d'éduquer les personnes. Et sur les vertus, sur les fonctions spirituelles de l'homme, etc. Donc voilà, la recherche que je fais en ce moment, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de chercher le tarot avant les jeux de cartes, c'est-à-dire les représentations symboliques que l'on trouve dans les images du tarot. Alors après, le grand mystère, c'est comment se fait-il que ce tarot ait perduré autant de temps, persévérer jusqu'à aujourd'hui et inspirer autant de créateurs et de poètes, de Gérard de Nerval à Jean Paulhan, en passant par Salvador Dali, Italo Calvino, Klimt, etc. Donc ça, c'est un des grands mystères. Quel est le ressort dans le tarot qui stimule à ce point l'énergie de créativité et en même temps, pour certains, le développement de la clairvision, ce qui est un des aspects effectivement que le tarot a amené, notamment au XVIIIe siècle, à l'époque où on a voulu laisser croire que le tarot était d'origine égyptienne, et il y a eu une sorte de construction de marketing autour des campagnes napoléoniennes, autour de Mademoiselle Lenormand, qui était la voyante de Joséphine de Beauharnais, qui recevait aussi les grandes personnalités de l'époque, Robespierre, le tsar de Russie, le comédien Talma, qui était vraiment la star de l'époque, à tel point que ça avait inquiété la police, qui s'imaginait que Mademoiselle Lenormand était un agent au service des forces étrangères. Donc Mademoiselle Lenormand passait beaucoup de temps dans les locaux de la police napoléonienne. C'est elle qui est enterrée au Père-Lachaise, là. Oui. Il y a toujours un tas de fleurs sur sa tombe, oui. Et de jeux de cartes. Elle est tout en bas du cimetière, vous n'avez pas besoin de monter en haut, elle est en bas, c'est-à-dire au début. Bas du côté de la place Gambetta. Alors là, vous dites que ça serait Albert le Grand, plus ou moins qui l'aurait ramené dans votre livre. Bon, ça c'est et vous entièrement... parlez de Nicolas Flamel. Est-ce que Nicolas Flamel, il a quelque chose à faire avec le tarot? Alors, probablement a-t-il été une des sources d'inspiration du tarot, puisqu'il y a une... Il avait voyagé, lui, il était parti... Il avait voyagé, et puis c'était un libraire, éditeur-libraire, alchimiste, bien sûr. Il a réalisé ce livre, le livre muet qu'on appelle Mutus Liber. Ce sont juste des images sur le principe alchimique, mais j'avoue franchement que c'est tiré par les cheveux quand même. Oui. Alors, il y a une possibilité qui est évoquée par certains historiens du tarot, que Jacquemin Gringoneur, qui était peintre officiel de la cour, très proche du roi Charles VI, aurait consulté ce livre muet, et que ça l'aurait inspiré dans la création de la de Charles VI, qu'on lui aurait commandé à l'époque pour, comme le disent ça j'ai vu ça dans les livres de comptes, parce que j'ai eu accès à la comptabilité du roi Charles VI, donné 56 sols parisis pour créer tarot pour les esbattements de Sa Majesté le roi. Le fameux 56 qui revient. Oui, alors là, le 56, ça c'est un nombre particulièrement intéressant. D'ailleurs, dans le livre, c'est un fil conducteur. 56, c'est 2 fois 28. Oui, c'est 2 fois 28, donc c'est 2 lunaisons. C'est 4 fois 14, c'est le nombre des arcanes mineurs. Voilà, Il faut ça. Le Mutus Liber, c'est à regarder. On revient sur le livre, là sous le pied, c'était l'ancêtre du foot. Oui, probablement. Oui, Vous n'avez pas de ballon? Ils avaient une sorte, un peu comme la marelle. Ils avaient un méro, on appelait un méro. Mais c'est un jeu joué déjà chez les Incas. Ça avait un autre nom, ça avait d'autres règles. Enfin,
C'est toujours un petit peu l'idée, le rapport du pied aussi, hein, le pied siège de l'âme, hein, le rapport du pied à la balle. Le pied siège de l'âme. Siège pourquoi de l'âme. Hein. Pourquoi Bon, le pied, c'est la forme d'un fœtus. Vous savez, on a nos 3 fœtus, hein, dans le corps, hein, le pied, le rein, l'oreille, qui sont 3 représentations de la globalité humaine. De toute tradition et dans beaucoup de cultures, c'est dans le pied que se situe l'âme. Dans le talon, alors. Dans le pied. D'ailleurs, aujourd'hui, la réflexologie, si elle s'ouvre un peu au monde symbolique, considérera qu'en soignant le pied, on soigne l'individu tout entier. Siège de l'âme. Moi, j'aurais pas vraiment mis l'âme. Ah ben aujourd'hui, on dit que l'âme est dans la tête. Hein. Non, on dit que l'âme est dans le cœur. Dans la cervelle. Oui, mais le cœur, c'est juste un muscle sanguin. Parce que quand on parle du cœur, on parle des sentiments, et les sentiments ne sont pas dans le cœur. Mais l'esprit non plus, mais l'intelligence n'est pas dans la tête. Non. L'intelligence, oui, dans la tête. Ça dépend ce qu'on appelle intelligence, mais c'est vrai que... Dans le cerveau, on a un met cortex, l'intelligence dans le cerveau. un cortex frontal. Si on appelle intelligence la capacité de faire des liens, oui, intelligere. Hein, oui. Pas la conscience, la conscience. Pas la conscience, on est d'accord. Voilà, donc dans les figures symboliques dans votre livre, il y a le mat, il y avait qui encore? Alors, vous avez... La tour. Vous avez la tour, la maison de Dieu, on peut évoquer effectivement le château de Puy-Vert. Et vous avez l'étoile, qui peut être aussi une manière de se représenter blanche, parce que l'étoile du tarot, vous savez, c'est un très bel arcane, l'étoile, mais c'est une femme nue, à genoux, qui peut aussi, dans certaines circonstances, évoquer la soumission du féminin à la violence du masculin, et donc aussi la prostitution. Donc ne nous émerveillons pas devant l'étoile du tarot comme étant le summum de la spiritualité et de la beauté. Attention au casse-cou, l'étoile peut être aussi une évocation de l'humiliation des lignées féminines. On l'avait remarqué, mais bon, en tous les cas, c'est quand même une bonne étoile. Voilà, il y a de bonnes étoiles. L'étoile, la lune, qui est représentée aussi dans ce livre. Ah, nous sommes dans le monde aussi beaucoup dans le monde de l'imaginaire, des illusions, des choses cachées. C'est un des thèmes principaux de cet ouvrage, hein, découvrir la face cachée de la lune, peut-être. Ou l'au-delà du miroir. Ou l'au-delà du miroir, effectivement. En se posant la question comme Alice, est-ce que les gens de l'autre côté du miroir, ils sont à l'envers ou ils sont à l'endroit? À un moment, il y a quand même un pendu dans votre livre. Oui. C'est l'histoire la plus triste du livre. Oui. Je cherche les symboles toujours. Georges Colel, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer cette émission? Vous en êtes où maintenant après ce livre? Vous faites quoi? Eh bien, je suis en train d'écrire un autre roman, je suis aussi en train d'écrire mes mémoires et des projets de films. Hein. J'ai réalisé un film il y a 2 ans qui s'appelle Mélanie la Blanche, qui est aussi un film qui raconte la traversée du miroir. Pas mal de projets, je ne m'ennuie pas. Et donc Mélanie la Blanche, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, il s'agit de la rencontre avec soi-même. C'est un court-métrage qui se déroule à l'intérieur d'une grotte. Personnage, en descendant à l'intérieur de la grotte, un personnage triste, mélancolique et dépressif, qui veut se suicider, et bien en descendant à l'intérieur d'une grotte pour mourir, va découvrir l'autre part d'elle-même, qui est au fond de la grotte depuis des milliers d'années, et qui, elle, cherche la lumière. Et quand la partie de moi qui cherche l'ombre rencontre la partie de moi qui cherche la lumière, eh bien c'est l'alliance sacrée. Du soleil et de la lune. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de Mélanie la Blanche. Mélanie, en grec, signifiant noir. Et donc là, en ce moment, vous avez fini Mélanie la Blanche, donc vous partez sur... Voilà, j'ai quelques projets de films. Là, je suis en train d'écrire un livre sur les arcanes mineurs du tarot, un autre roman qui est sous le coude, qui serait un peu une suite du Parchemin interdit, une centaine d'années plus tard. Oui, donc 2 générations. Oui. 4 générations. Oui, enfin disons plutôt l'époque de l'Inquisition espagnole, donc un peu plus tard quand même, 1500, 1400. Nous, les arrière-petits-fils de John Dall. Voilà, en les quelque héritiers. sorte. En ce qui concerne les arcades mineures, vous allez les prendre une par une? C'est-à-dire Eh bien, il y en a quand même pas mal. 56. 56. 56 toujours. Et on monte à 78 quand Avec les majeurs. avec les majeurs.
Vous allez les prendre une par une? Oui, oui, oui. Et puis dans l'ensemble, dans leur ensemble, ils forment un univers, les arcanes mineures du tarot forment un univers à lui tout seul. Hein. Donc, les trèfles, les cœurs, les carreaux et les piques. Le pic, c'est le bâton. Voilà, le pic, bâton, probablement cœur, coupe, épée. Non, pic, épée, ça pique. Oui. Ouais, le bâton serait le trèfle et le denier, le carreau. Et le cœur, la coupe. Oui. D'accord. Est-ce que vous auriez une citation, quelque chose qui vous revient pour terminer l'émission, une belle phrase ou un beau moment? Regarde-moi et tu me reconnaîtras. Ah oui, ça c'est dans le livre. C'est une de mes phrases préférées. Oui. Regarde-moi, Blanche, et tu me reconnaîtras. C'est la belle histoire de Blanche, cette histoire d'amour dont on a parlé. Donc j'ai lu un passage dans le livre. Georges Coleuil, je vous remercie. Vous avez un site internet? georgescoleuil.com. georgescoleuil.com, C-O-2-L-E-U-I-L. Le parchemin interdit aux éditions Trajectoire. Juste la dernière chose qui me revient, est-ce qu'il est vrai qu'il y a des livres dont les couvertures sont faites en peau d'homme? Oui. Oui, oui. Pratiquement dans toutes les bibliothèques du monde, il y a un livre réalisé dont la couverture le cuir de la couverture est de la peau humaine. Donc pour la plupart des personnes qui ont légué leur peau pour ce projet, et puis pendant la période nazie aussi ça a été utilisé, mais cette fois sans bien évidemment l'autorisation des personnes concernées. Mais ça sert à quoi? Quel est l'intérêt d'avoir un livre avec une peau d'humaine? C'est de la peau de chagrin? Peau de chagrin, enfin là dans le livre... La peau de chagrin, c'est pas ça. Dans le chagrin interdit, j'allais dire, dans le parchemin interdit, dans le parchemin interdit, c'est parce que tout tourne autour de la thématique du livre vivant. Et l'homme tatoué est un livre ouvert, mais nous sommes nous aussi des livres transparents et ouverts si nous voulons bien livrer le secret que nous avons dans notre cœur. Oui, mais je reviens à ces livres recouverts avec de la peau d'homme. Quel est l'intérêt pour le lecteur d'avoir de la peau d'homme sous la main? Je pense qu'il faut être un petit peu morbide pour avoir envie de lire un livre avec de la peau d'homme. Mais bon, moi je ne porte pas de jugement moral là-dessus. Je veux dire, ça existe, c'est un fait. La peau de chagrin, c'est pas ça quand même. Non, la peau de chagrin, c'est la peau qui se rétrécit. Quel est des parchemins en peau de chagrin? La peau de chagrin, c'est une autre métaphore. Peau, vous savez, c'est quoi le cuir? Le cuir, c'est de la peau d'animal. Ouais, ben voilà, donc l'homme, l'animal, c'est pareil. Hein. Oui, mais enfin, je pense pas qu'on ait une peau aussi résistante qu'un cuir de vache. Ah bon? Si. J'aurais peut-être pas qu'un cuir de vache, mais les personnes qui ont fait ces expériences, notamment les nazis à une certaine époque, ont bien considéré que la peau pouvait être très utile, comme la graisse, comme bien les cheveux. Vous avez visité peut-être le musée d'Auschwitz? Les dents, voilà. Non, il y a effectivement, parce que tout le livre, alors bon, bien sûr, il faut le replacer dans le contexte romanesque et initiatique du parchemin interdit, mais tout est une histoire de peau, tout est une histoire de voir ou être vu, tout est une histoire de regard. Et puis la peau, c'est l'interface entre le monde intérieur et le monde extérieur, et c'est l'espace aussi de la tendresse et de la séparation. Maladie de peau, maladie de séparation. Je vous remercie, Georges Coleuil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.